Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour. Je suis Martine de l'association Piste Solidaire Centre Europe Direct des Pau et des Pays de la Dour. J'ai le plaisir et l'honneur de donner la bienvenue à vous toutes et vous tous qui avez accepté notre invitation à participer à ce webinaire qui questionnera les politiques et les initiatives mises en place par l'Union européenne en matière d'égalité femmes-hommes. Alors, un petit rappel, quand même des petites précisions sur les modalités de fonctionnement de ce webinaire avant de pouvoir présenter les organisateurs, les partenaires de cet événement et de pouvoir donc rentrer dans les vifs du sujet. Tout au long de nos échanges, vous, les publics, vous verrez et entendrez les intervenantes. Merci de votre côté de désactiver votre micro et votre caméra pour que cela ne dérange pas les discours des intervenantes. Les interactions entre vous et les intervenantes existeront principalement à travers les chats du Zoom. Donc, nous réunirons les questions qui seront émises via les chats en croisant celles qui viendront du Facebook Live. Pour information, en fait, ces webinaires est transmis aussi sur les pages Facebook des deux centres Europe Direct qui travaillent à l'organisation, qui ont travaillé à l'organisation de cet événement. Et il est également cross-posté par une bonne dizaine des collègues du réseau Europe Direct sur plusieurs pages Facebook. Et nous les remercions donc pour ces partages. Vous pouvez donc poser vos questions via les chats, via les Facebook Live. Notre souci, ce sera bien évidemment celui d'être en mesure de répondre aux questions que vous êtes les plus grand nombre en fait, à vous poser, à défaut de répondre aux questions, au plus grand nombre des questions. Sachez enfin que ce webinaire est enregistré. Son podcast sera disponible sur les sites d'Europe Direct des Pau et des Pays de la Dour et sur les sites de l'Europe Direct des Moyennes-Garonne d'ici les jours à venir. Alors, nous sommes le 8 mars, qui est la journée internationale donc, des droits des femmes. C'est une journée qui fut instituée en 1977 par l'Organisation des Nations Unies et qui est aujourd'hui célébrée dans de nombreux pays. Ce n'est pas seulement l'occasion pour souhaiter une joyeuse fête des femmes, c'est une journée qui a été créée dans une perspective disons, militante et d'engagement. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est une journée qui offre chaque année l'occasion de pouvoir réaffirmer l'importance de la lutte pour les droits des femmes. C'est l'occasion de pouvoir faire les bilans de ce qui a été gagné, de ce qui a été atteint jusqu'à présent. C'est l'occasion de pouvoir envisager les nouveaux défis pour les futurs. C'est donc une journée très importante symboliquement parlant, celle d'aujourd'hui. C'est une journée importante aussi pour une autre raison. Nous avons en fait le plaisir d'ouvrir avec ces webinaires qui est porté donc par l'Europe Direct des Pau et des Pays de la Dour, les mois des Mars Attack, qui est les mois des luttes contre les discriminations portées par la ville des Pau. Voilà, c'est un ensemble d'animations qui vont durer pour tous les mois à venir, du 8 mars jusqu'au 8 avril, plusieurs animations organisées et digitalisées pour cette édition 2021 dans le but d'informer, sensibiliser les publics à la lutte contre toutes les formes de discrimination. Et nous remercions bien évidemment la ville de Pau pour ses partenariats et surtout pour sa confiance. Ce soir, nous vous proposons une discussion sur ce qui se passe plus précisément en Europe. En Europe, dans l'espace des 27 États membres qui font partie de l'Union européenne. Alors, l'Union européenne, à ce jour, est sûrement l'un des espaces les plus avancés en matière d'égalité des genres, des luttes contre les discriminations. Pour information, l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est une valeur fondamentale du projet européen depuis son début en 1957.
C'est une valeur qui est inscrite dans le traité de l'Union européenne. C'est une valeur qui est inscrite dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Pourtant, si on regarde dans les détails, la situation est en réalité beaucoup plus nuancée. En fait, selon l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes, il faudrait encore 60 ans pour pouvoir arriver à une égalité entre les gens dans l'Union européenne. Notamment dans le milieu de la vie professionnelle, donc l'emploi, les écarts sont encore présents dans ce 21e siècle. Écarts qui ont été bien évidemment accentués suite à la crise sanitaire liée à la COVID-19. Mais face à ces inégalités, que peut l'Union européenne? C'est la question à laquelle on va essayer de trouver une réponse, ou quand même de pouvoir vous informer ce soir. Comment les politiques européennes sont-elles réfléchies et élaborées par ceux et celles qui nous représentent au sein des institutions européennes, et comment ces politiques européennes vont pouvoir se mettre en pratique au niveau local? Un webinaire exceptionnel, je vous disais tout à l'heure, celui d'aujourd'hui, parce que c'est un webinaire qui réunit et associe des acteurs à plusieurs niveaux, au niveau européen, au niveau régional, au niveau local. Et donc, bonjour tout d'abord à la Maison de l'Europe d'Agen, qui fait également partie du réseau Europe Direct de France, que nous avons souhaité associer à cet événement et qui est représenté par Dominique, qui modérera ces webinaires avec moi ce soir. Bonjour ensuite à nos intervenantes. Donc, des intervenantes d'exception. Nous sommes très heureux d'accueillir deux représentantes de deux institutions européennes qui sont impliquées dans les processus décisionnels et européens, ce qui va nous permettre donc de comprendre un peu plus dans les détails certains mécanismes propres à l'Union européenne. Bonjour à Madame Katia Lanzig, qui est chef d'unité adjointe en charge de l'égalité des genres à la Direction générale Justice et consommateurs de la Commission européenne. Nous le rappelons, ces services de la Commission est chargé de la politique de l'Union européenne en matière de justice, des droits des consommateurs et de l'égalité femmes-hommes. Bonjour à Madame Gwendoline Delbos-Corfield. Vous êtes députée européenne pour les groupes des Verts Alliance Libre Européenne. Vous êtes élue au Parlement européen, vous avez été élue en fait, pour le Parlement européen lors des dernières élections européennes de 2019. Vous êtes membre de la Commission des affaires constitutionnelles et de la Commission spéciale sur l'ingérence étrangère dans l'ensemble des processus démocratiques de l'Union européenne, y compris la désinformation. Vous êtes également membre suppléante de la Commission des droits des femmes et l'égalité des genres au Parlement européen, co-rapporteur d'ailleurs sur les gender mainstreaming du Parlement européen. Donc, bienvenue vraiment à toutes les deux. Merci pour avoir accepté cette invitation. C'est vraiment très, très exceptionnel pour nous de pouvoir avoir ces deux institutions en même temps avec nous ce soir. Avec nous ce soir aussi, Madame Sarah Mantan, bonjour à vous, qui est secrétaire générale des Business Professional Women France. Business Professional Women est une ONG, une organisation non gouvernementale qui œuvre en France et dans le monde entier pour faire avancer la cause des femmes au travail, avec plus de 30 000 membres qui sont présents dans 98 pays. Business Professional Women bénéficie du statut auprès des Nations Unies et du Conseil de l'Europe. Et je vais tout de suite présenter aussi les deux autres intervenantes. Donc, comme vous pouvez bien évidemment l'imaginer, ce qui se passe au niveau européen, au niveau des décisions européennes, va bien évidemment avoir un impact dans notre vie au quotidien, d'où la volonté et l'intérêt pour nous d'avoir des intervenantes qui pouvaient témoigner de la dimension
locales. Donc, bonjour à Madame Cécile Béchamp. Vous êtes actuellement chef des services emploi et valorisation des compétences territoriales à la direction vie des quartiers, politique de la ville et emploi du territoire à la communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées. Vous ouvrez dans les domaines de l'insertion, de la création d'activités, d'une démarche donc, de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences territoriales. Bonjour enfin à Madame Michèle Berthier. Vous êtes membre du bureau du Centre d'information des droits des femmes et des familles dans les Pyrénées-Atlantiques et vous êtes notamment référente pour les actions de sensibilisation menées au milieu scolaire par les CIDFF, notamment en matière d'égalité, lutte contre les discriminations, mixité, élargissement des choix professionnels. Voilà donc pour ces panneaux, ces plateaux qui est effectivement sous les signes de la couleur rose, si on peut dire comme ça, qui est tout au féminin. La thématique est bien évidemment très très complexe et on va ce soir essayer de l'aborder sous des sous-thématiques qui ont été probablement définie. Je laisse donc la parole à ma collègue Dominique pour la toute première thématique. Oui, bonsoir, merci Martina, merci à nos intervenantes d'être présentes ce soir, merci au CIED Pau Pays de la Dour de nous avoir invités et de nous avoir associés à ce webinaire. Juste pour vous dire aussi que la Maison de l'Europe est engagée dans la lutte contre les discriminations depuis de nombreuses années et qu'elle sort aujourd'hui en fait son premier podcast qui s'appelle Stéréo Femmes et dont l'objectif est de briser en fait les stéréotypes sur les femmes. Voilà, donc c'était l'occasion de l'annoncer ce soir. Pour revenir à notre webinaire, donc la question de l'égalité des genres dans l'emploi est bien évidemment très complexe. Et nous avons souhaité en fait en analyser certains aspects, dont le premier concerne l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Voilà, donc ce que nous pouvons observer selon les dernières études Eurostat, c'est que le taux d'emploi des femmes dans l'Union européenne est moins élevé que celui des hommes et que les femmes exercent plus souvent des emplois à temps partiel, avec 30% des femmes contre 8% des hommes. En général, l'écart en termes d'emploi se creuse considérablement après la naissance des enfants et ou suite à des charges familiales, notamment vis-à-vis des personnes âgées ou dépendantes. Donc, la première question que j'aurais s'adresse à Madame Lansing. Donc, il y a une directive qui a été adoptée en juillet 2019 concernant l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des parents et aidants. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste cette directive et ce qu'elle change concrètement? Oui, certainement. Alors, cette directive a pour but d'encourager un meilleur partage des responsabilités familiales entre les femmes et les hommes. C'est nécessaire parce qu'en plus des chiffres que vous avez cités, je peux vous ajouter que les femmes passent en moyenne 62 heures par semaine à s'occuper des enfants, comparé à 36 heures pour les hommes. Donc, il y a un déséquilibre à ce niveau. Alors, concrètement, la directive introduit des normes minimales pour les congés familiaux et des modalités de travail flexibles pour les travailleurs avec des responsabilités familiales. Elle introduit notamment un droit à 2 semaines de congé paternité pour les pères et une période minimale de congé parental de 2 mois qui ne peut pas être transférée d'un parent à l'autre. Alors, l'objectif est d'encourager un plus grand nombre de pères à faire usage de leur droit au congé parental, ce qui n'est actuellement pas le cas. Et cela facilitera aussi la réinsertion des mères sur le marché du travail. Voilà, c'est ça ce que la directive prévoit. D'accord, merci Madame Lansing. Alors, cette directive a été votée en 2019, elle sera appliquée dans les différents États, donc les 27 États, d'ici l'été 2022. Donc, nous avons encore un peu de temps avant son application, mais est-ce qu'on peut constater déjà
une évolution grâce à l'application de cette directive, ou en tout cas des nouvelles orientations qui seraient prises dans les pays avec de bonnes pratiques peut-être que l'on pourrait citer dans certains États ou déjà en France peut-être? Effectivement, comme vous l'avez dit, les États membres ont encore un peu de temps pour transposer la directive, mais néanmoins, pendant la pandémie, on a vu un certain nombre d'États d'introduire des congés spéciaux Covid, de flexibiliser les modalités de travail, notamment pour permettre aux femmes qui étaient dans les professions de soins, notamment, de rester dans le milieu de travail malgré la fermeture des crèches et des écoles. Donc, pour vous donner des exemples, il y a la Belgique, par exemple, qui a mis en place des congés parentaux spéciaux à temps partiel, aussi pour encourager les mères et les pères à partager des congés. Et on a vu aussi l'Italie, l'Espagne et l'Estonie à déjà introduire certains droits prévus par la directive. Voilà, donc on peut dire que la crise a facilité la transposition de la directive puisqu'elle a forcé les États membres de réfléchir sur les modalités de travail plus flexibles et d'expérimenter avec ce qui est faisable au niveau national. D'accord. Alors, sans compter sur la directive, peut-être qu'il existe déjà des bonnes pratiques, quoi qu'il en soit, au niveau de l'équilibre vie professionnelle, vie privée dans certaines structures. Peut-être que nos intervenantes locales ou Madame Manta peuvent nous faire part d'initiatives qui existent déjà et qui sont déjà en place. Peut-être un premier mot de Madame Manta, peut-être? Oui, bonjour. Bon, c'est sûr que, comme l'a dit Madame Lensich, on a déjà eu un effet de télescopage entre les mesures impulsées par cette nouvelle directive européenne en 2019 et la crise du Covid, qui font que les pouvoirs publics et les entreprises ont dû s'adapter dans le sens de plus de flexibilité, dont on sait qu'elle a aussi un revers de la médaille. On peut dire que ça fait quand même plus d'une dizaine d'années qu'en France, mais également dans d'autres pays européens, il y avait des mesures en faveur de ce qu'on appelle l'articulation des temps de vie ou de la qualité de vie au travail, la QVT. Donc, certaines mesures favorables à une réduction de la double journée des femmes, comme on l'énonce souvent, avaient déjà été mises en place. Alors, à travers des chartes, à travers d'autres formes de pratiques de travail qui visaient à réduire en fait le présentiel, pour résumer. Voilà ce qu'on peut dire. Après, on peut dire aussi que de manière non contraignante, non obligatoire, ça fait une dizaine d'années qu'on promeut les réseaux féminins d'entreprises pour qu'il y ait une meilleure prise en compte de ces sujets-là. D'accord. Peut-être au niveau local, Madame Béchon, je pense que vous avez peut-être déjà des pratiques qui existent au niveau de la ville de Pau, dont vous pouvez nous faire part? Effectivement, oui. Nous avons mené plusieurs actions. Une pour les participantes du PLI, le plan local pour l'insertion et l'emploi, qui est d'ailleurs en grande partie financé par le Fonds social européen, où là, on a mené une action d'accompagnement des familles monoparentales grâce à un partenariat avec le CIDFF, où là, on travaille des sujets à la fois de garde d'enfants, de violence conjugale, de mobilité, de contraception, de droit du travail, ou choses comme ça. Donc ça, c'est une première action pour le public PLI. Une seconde action qui veille à accompagner les conjoints des personnes récemment arrivées sur le territoire pour raisons professionnelles. Il s'avère que ce sont souvent des conjointes et la plupart du temps qui lâchent leur précédent travail pour accompagner leurs conjoints. Donc là, c'est en partenariat avec un cabinet de ressources humaines, LFC Humain, et donc qui est entièrement financé, cet accompagnement pour retrouver un job est entièrement financé par la collectivité. Et un troisième projet qui là est encore au stade de projet, un projet de labellisation crèche à vocation insertion professionnelle, donc en quartier politique de la ville, mais aussi sur Pau. On aimerait le mener de façon expérimentale dans un premier temps sur 2 crèches. Donc là, il s'agit d'un engagement tripartite entre les demandeurs d'emploi,
pour lesquels la garde d'enfants est souvent un obstacle pour trouver un emploi, donc qui s'engagent dans une démarche de recherche d'emploi, qui sont suivis par le service public de l'emploi et accompagnés dans ces démarches, contre quoi ces personnes bénéficient d'une place en crèche pendant leur recherche. D'accord, donc effectivement, déjà pas mal de dispositifs mis en place et qui vont pouvoir être développés grâce à cette directive, je suppose. Si on en revient justement à l'équilibre vie professionnelle, vie privée, depuis un an, donc, le télétravail s'est développé, hein, tant pour les hommes que pour les femmes, dans de nombreux secteurs d'activité. Est-ce que vous avez pu noter une incidence sur l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, justement? Juste avant la crise sanitaire, on estimait que 75% des tâches familiales et domestiques non rémunérées étaient assurées par les femmes. La crise a-t-elle fait évoluer les choses et si oui, dans quel sens? Est-ce que peut-être, Madame Manta, vous avez des éléments là-dessus peut-être à nous transmettre au niveau de votre structure? Oui, bien sûr. Ce que la crise a révélé, c'est une grande disparité en termes de genre dans la considération des métiers dont on a constaté qu'ils étaient au front, des métiers dits de femmes, qui sont souvent plus précaires, à horaires décalés, sous-rémunérés, globalement peu attractifs. Alors, la sociologie du droit, féministe ou non féministe, peu importe, a un mot pour qualifier cet ensemble de métiers, ce secteur, ce sont les métiers du care. Donc le care en anglais, c'est prendre soin d'eux, s'occuper des autres. Ce qu'on a vu quand le monde s'écroule, c'est que ce sont ces métiers-là dont on a le plus besoin. Donc on était déjà dans une démarche depuis une dizaine d'années de réflexion sur comment revaloriser ces métiers, comment réduire le turnover, comment amener plus de mixité aussi. Alors malheureusement ou heureusement, souvent amener plus de mixité, ça passe par fixer des quotas, renforcer la place des filles ou des garçons dans les filières de façon un petit peu contrainte, forcée. C'est aussi avoir une réflexion sur la pénibilité des métiers. Alors la pénibilité, en levant les stéréotypes qu'il y a sur cette dite pénibilité des métiers. Alors il y a tout le travail par exemple physique, le travail de nuit. On va regarder, observer sous un certain jour quand il s'agit des métiers d'hommes, sous un certain jour différent et on va dire diminué lorsqu'il s'agit de métiers dits de femmes. Donc cette réflexion avec la crise, mais aussi avec la directive de 2009 sur l'articulation des temps de vie, a vraiment propulsé ces questions-là sur le devant de la scène. Alors, on pourrait dire que c'est au prisme de la RSE, donc la politique de la responsabilité sociétale des entreprises, que certains aménagements sont en cours, une réflexion est en cours. Elle peut aussi se faire sous l'angle de l'ergonomie et de l'adaptabilité des postes de travail. Elle peut se faire par le biais de la charte des temps, qui, elle, s'articule aux questions très actuelles de télétravail. Enfin, voilà, le sujet est vaste. Donc, on peut dire que si des entrepreneurs privés, au cours des derniers mois, se sont fédérés, notamment dans les métiers des services à la personne, mais pas uniquement, si les soignants et soignantes, infirmières, infirmiers se sont unis pour faire des pétitions, pour réclamer auprès du ministère de la Santé et du ministère du Travail que ces métiers soient revalorisés, c'est bien le signe, on pourrait dire, que on voit des conséquences dans cette crise actuelle et que ces métiers vont être mieux pris en compte, donc on peut imaginer avec plus de mixité. Allez-y, pardon. Non, allez-y, je vous en prie, finissez. On pourrait citer certains chiffres. C'est assez. On va dire que tous les indicateurs sont au vert pour que ces métiers évoluent. Voilà. D'accord, merci. Peut-être Madame Lensing ou Madame Delbos-Corfield, vous voulez répondre sur cette question en fait de l'impact du télétravail sur l'équilibre vie professionnelle, vie privée au niveau européen? Moi, je veux bien répondre, mais de manière un peu plus large, si c'est possible, Oui. assez rapidement, juste pour dire que d'abord,
il faut aussi prendre en compte les freins psychologiques, moraux, les freins qu'une société peut mettre en place. On sait que pendant très très longtemps, en Allemagne par exemple, une cadre qui avait des enfants, c'était extrêmement mal vu de revenir au travail, même si certaines facilités étaient là, donc ça ne suffit pas. Il faut aussi qu'on travaille sur cet aspect psychologique. On sait aussi que dans les pays nordiques, le congé parental est effectivement pris des deux côtés et que ça paraît naturel à tout le monde et qu'un papa qui s'occupe de ses enfants, c'est naturel. Souvent, des gens venus du Nord ou même de Hollande, dans nos parcs français, mes copines peuvent me dire il n'y a que des femmes en France dans les parcs. Donc là, on a vraiment un travail aussi qui est un travail qui va au-delà simplement des facilités. Et effectivement, la pandémie a en fait aggravé les choses. Un exemple qui est assez connu, c'est celui dans la recherche. Les grands journaux scientifiques ont reçu moins de contributions des femmes chercheuses pendant la pandémie. Elles ont reçu plus de contributions que les années précédentes par les hommes. Montrant par là que pendant la pandémie, en fait, les hommes ont encore gagné du temps et les femmes en ont encore perdu, même à un niveau tel que celle des chercheurs, où on peut se dire qu'il y a et une facilité financière, matérielle, et une facilité aussi peut-être de… on est normalement sur des femmes qui ont du pouvoir et de la puissance, et bien même là, on voit des différences. Alors effectivement, il faut faciliter les accès. S'il y a bien un sujet où la France est un bon exemple, c'est celui-là, le fait d'avoir mis des crèches publiques, des services publics à l'égard de la petite enfance, etc. Et effectivement faciliter la prise rapide, le retour rapide au travail des femmes. Il faut aussi mettre en place des tas de choses par rapport à l'allaitement et au temps plus court, etc. aussi, qui permettent dans la petite enfance et l'enfance encore après de pouvoir s'occuper des enfants. Je pense qu'il y a vraiment la question des figures. Je dis régulièrement que c'est très très important, les figures, on s'en rend compte de plus en plus dans le monde artistique, dans le monde politique, etc. Donc il nous faut aussi des femmes au pouvoir, des femmes mises en valeur dans les imageries, dans notre quotidien de tous les jours. On doit pouvoir voir des femmes qui sont autre chose que des femmes qui portent des sous-vêtements en publicité, mais qui sont des femmes dans des métiers, ça a été dit aussi, beaucoup le travail de la formation auprès des jeunes filles, sur les femmes dans tous les types de métiers. Et voilà, il faut évidemment qu'on fasse attention au temps partiel imposé, qui sont souvent et qui créent beaucoup de précarité. Et puis pour finir, et vous y viendrez après, je sais, la question de l'equal pay, de salaire, parce qu'effectivement, aujourd'hui, beaucoup de couples peuvent faire le choix au moment où l'enfant arrive, que la femme abandonne son métier pendant que l'homme le maintient parce qu'il gagne mieux. Tant qu'on aura une telle différence de salaire et tant que les femmes continueront à être celles qui gagnent moins, le pragmatisme rationnel dans le couple sera assez rapidement de se dire question financière, c'est quand même à elle d'abandonner son métier au moment où l'enfant arrive ou au moment où il y a des crises. Et donc, ça, c'est des choses aussi sur lesquelles il faut les choses sont liées, évidemment. Merci, Madame Delbos-Corfield. Effectivement, on reviendra sur la question des salaires tout à l'heure. On va peut-être regarder s'il y a des questions du public que l'on peut commencer à prendre peut-être sur cette première thématique. Alors, disons qu'il y a une question un peu plus générale sur, disons, notamment, qu'est-ce qu'il y en a un peu des certains États membres qui sont nommés, effectivement, donc des États membres comme la Hongrie, la Slovénie ou la Pologne qui sont en retrait quant au respect des droits des femmes. Donc, la question qui est posée, effectivement, comment l'Union européenne va-t-elle trouver les moyens pour pouvoir faire respecter une directive comme celle-là en faveur de l'égalité femmes-hommes? Alors, aux deux. Alors, c'est un sujet que je connais très, très bien et qui, je pense, demanderait tellement de temps que vraiment, là, je ne vais pas pouvoir aller au bout des choses. Il se trouve que je suis rapportrice du Parlement sur la situation en Hongrie. Je crois qu'en Pologne et en Hongrie, qui sont sous le coup de ce qu'on appelle l'article 7, la procédure de l'article 7 de l'Union européenne, c'est-à-dire qu'on est en train d'observer ce qui s'y passe et on doit normalement arriver à un moment donné à des sanctions, sauf qu'on n'arrive jamais à ce moment-là, mais c'est un autre problème. Je crois qu'on a dépassé, effectivement, on est dans un tel démantèlement des droits et des libertés et encore ces derniers mois, les choses se sont aggravées qu'effectivement, en Pologne et en Hongrie, la situation se pose de manière très différente. Aujourd'hui, effectivement, on en est à revenir à se battre pour des droits fondamentaux, pas simplement des femmes, des droits et des libertés de toutes et tous. Voilà, donc c'est une très, très longue discussion. Ça nous empêche pas de travailler sur les autres États membres, d'une part.
Deuxièmement, évidemment, ça constitue quand même un élément qu'on leur rappelle régulièrement, qu'on est dans une société qui doit apporter l'égalité entre les genres et que du coup, on leur demande de participer à cela, qui est le projet de l'Union européenne. Et puis, à côté de ça, il faut que maintenant, il y ait une action de l'Union européenne contre ces pays, mais encore une fois, plus largement sur toutes ces questions-là, qui tardent, mais vraiment, je pense que ça serait trop long d'en débattre ici. D'accord, merci. Martina, est-ce qu'il y a d'autres questions alors, c'est plutôt des chiffres par rapport en fait à comment le rôle de la femme est beaucoup plus en retrait pendant les confinements, mais on pourra, je pense, en parler tout à l'heure. Peut-être peut-être Madame Lentz qui veut aussi répondre, réagir à la question sur la Hongrie, la Pologne. Oui, en fait, Madame la députée a déjà dressé le cadre, juste pour dire que effectivement, on ressent un certain backlash contre les droits de femmes dans ces pays. Et c'est très problématique, mais dans le domaine des directives plus liées à l'emploi, qui imposent des standards, des normes minimales, on ne voit pas particulièrement des problèmes dans ces pays-là. On veillera avec la transposition de la directive vie privée, vie professionnelle, comment cela se fait. Mais ça exige aussi un travail sur les stéréotypes, sur les mentalités, sur les cultures. Et ça, c'est un travail plus long terme qu'on doit mener tous, d'ailleurs, à plusieurs niveaux. Donc, c'est pas que l'Union européenne peut exiger la transposition correcte et l'application correcte du droit européen et des directives, mais il y a davantage de travail à faire pour faire changer aussi les mentalités et faire évoluer les rôles respectifs des hommes et des femmes dans les pays comme certains pays de l'Est, mais aussi des pays du Sud. Hein, quand on regarde les statistiques sur les stéréotypes, ils font pas beaucoup mieux. Merci. D'accord, merci beaucoup. On va peut-être continuer avec la deuxième thématique si on veut essayer de respecter le timing que l'on s'est fixé, donc qui porte cette deuxième thématique sur les études, les emplois et les salaires. Les écarts en termes de taux d'emploi et de salaire persistent en dépit du fait que les femmes sont de plus en plus qualifiées et elles atteignent même souvent un niveau d'études plus élevé que celui des hommes. Toutefois, on note que les études sont encore genrées avec des domaines d'études qui sont dits plus masculins comme l'ingénierie, l'industrie, la construction, les sciences, les mathématiques ou l'informatique, ou des filières qui sont dites plus féminines, notamment l'éducation ou la santé et la protection sociale. Alors, ma question va s'adresser à Mme Berthier du CIDFF. D'après vous, d'après votre expérience de terrain, on va dire, les métiers sont-ils encore stéréotypés chez les jeunes? Si oui, pourquoi? Et comment casser en fait les stéréotypes pour faire évoluer cette situation? Madame Berthier. On ne vous entend pas, madame. Il va falloir activer votre micro. Bonjour à toutes et à tous. Donc, j'interviens au nom du CIDF, dont le centre c'est l'information juridique gratuite en direction des femmes et des familles. Et bien sûr, nous sommes confrontés aux violences conjugales. Pour nous, les inégalités économiques font le lit d'une domination masculine dans le couple qui peut se transformer en violence. C'est pour ça que le CIDF travaille sur l'égalité économique et professionnelle. Et donc là, on est parti d'une enquête que nous avons faite dans l'ELEP. Alors pourquoi les lycées professionnels? Parce qu'ils conjuguent deux freins, les discriminations sociales et des discriminations de sexe. Alors, quand on a mené cette action,
on partait aussi du principe que l'orientation scolaire reproduit malheureusement les divisions sexuées du marché du travail. D'autre part, quand on a mené cette action, on voulait aussi accompagner les filles qui s'engageaient dans ces projets, dans ces établissements à domination masculine, sachant que ce n'était pas si facile que ça et qu'il ne suffit pas d'inciter à la mixité, il faut aussi accompagner et faciliter cette insertion pour les filles parce que c'est un travail difficile pour elles. Alors, quand on regarde les chiffres, je vous ai donné, donc, on a travaillé l'enquête sur Gélos, 6 filles, 189 garçons. Jurançon, alors, Gélos, c'est un lycée du bâtiment. Jurançon, c'est un lycée de l'automobile. 10 filles, 105 garçons. Et sur le Pays Basque, j'ai interrogé le lycée de Canto, le lycée professionnel de Canto. C'est du même ordre, 37 filles, 379 garçons. Donc, on peut parler d'une ségrégation genrée. On aurait absolument l'inverse dans un lycée professionnel, par exemple d'Andaï, où on aurait très, très peu de garçons et beaucoup de filles. Alors, cette ségrégation serait un véritable scandale si elle était basée sur la couleur de peau ou sur mais c'est toléré et ça paraît, c'est presque invisible. Pourtant, il y a des mesures qui ont été prises depuis des années. Les pouvoirs publics ont essayé de lutter et d'améliorer l'orientation professionnelle, mais les chiffres restent inchangés. Alors, j'aurais voulu revenir sur la diapo précédente. Quelles étaient… Voilà. Alors, pourquoi avoir choisi cette formation? Les filles disent c'est la connaissance du métier, mais c'est des filles qui se sont engagées ou à Gélos ou à Jurançon. La plupart du temps, les adolescents, qu'est-ce qu'ils savent des métiers? Ce que l'éducation, dès la petite enfance, les a préparés, les a conditionnés à des rôles et à des comportements différenciés selon qu'on est fille, selon qu'on est garçon. Il est bien évident que les jeux, les jouets, le modèle social, le modèle familial, déjà véhiculent ces stéréotypes. Et bien pire que ça, c'est pour ça qu'on se bat contre les jouets, c'est qu'ils développent des compétences différentes, des compétences intellectuelles, par exemple chez les garçons, la maîtrise de la technologie, l'occupation de l'espace, l'esprit combatif, alors que chez les filles, c'est plutôt la vie intérieure, le langage et plutôt l'attention à autrui qui les prépare au métier du care. Alors, que fait le CIDF par rapport à ça? Eh bien, on intervient le plus tôt possible dans les écoles et dans les collèges. Et on a une mallette qui a été faite par Johanna Dagorn, qui est connue, qui est une sociologue qui est connue. Ça marche de travailler sur les stéréotypes, mais c'est loin d'être suffisant parce que les adolescents et les collégiens ont tout à fait intégré la notion de mixité des métiers. C'est-à-dire qu'ils peuvent nous tenir des discours fabuleux, on a l'impression qu'on a avancé. Eh bien, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que quand il s'agit de leur propre choix professionnel, eh bien, ils reproduisent exactement la division des métiers sexués. Alors, je ne vous donne pas des exemples, mais il y en a qui sont assez comiques. Donc, on intervient, on a décidé d'associer notre travail, nos interventions sur les stéréotypes, on les a associés à des interventions pratiques en SECPA pour confronter les élèves à des métiers sexués différenciés. Et on les oblige à passer par les 2 ateliers. Et là, c'est vrai que les représentations des métiers peuvent évoluer. En tout cas, les filles, quand elles ont fait leurs tâches en ébénisterie, par exemple, ou en menuiserie, quand elles ont réalisé leur objet, eh bien, elles sont très contentes. Mais bien sûr, c'est absolument pas suffisant. C'est un travail qui devrait être beaucoup plus systématique. Alors, quant aux préconisations, c'est donc la 2e diapo. Je ne sais pas si vous l'avez. On est parti vraiment de ce que nous ont dit les collégiens. Que nous disent les collégiens?
les lycéens, là, c'est les lycées professionnels, les deux, que ce soit les filles et les garçons, nous disent qu'il faut augmenter, ils souhaitent plus de mixité encore dans les lycées professionnels à dominance masculine. Ça, c'est quand même très positif. Et c'est vrai que pour les filles, elles réussissent dans ces métiers. Il faut savoir, par exemple, qu'au lycée de Jurançon, en carrosserie, les filles, presque tous les ans, elles passent le concours de meilleure apprentie de France et elles ont des prix d'argent ou de bronze. Pas la médaille d'or. Et d'autre part, les garçons, quand on les interroge, ils nous disent que le climat est bien plus apaisé quand il y a des filles, même très peu, alors qu'on pourrait penser l'inverse. Eh bien, non. En particulier, ils nous ont dit qu'ils étaient moins grossiers, moins violents et moins machos. Ça, c'est eux qui l'ont dit. Alors, quant à nous, la deuxième chose qu'ils disent, et c'est massivement, ils disent préparer les garçons et les filles à l'égalité. Ça, c'est vraiment ce qu'on fait, mais il faut qu'on élargisse notre partenariat avec l'éducation nationale pour que ce soit systématique et très précoce. Alors, c'est vrai que les freins idéologiques, c'est peut-être ce qui est le plus difficile, le verrou le plus difficile à faire sauter, parce qu'il y a des lois. Alors, on le voit, ils disent en aval, effectivement, inciter à la mixité par des lois. Mais des lois, pour nous, il y en a. Mais le problème, pourquoi elles ne sont pas appliquées? Pourquoi on avance si peu? Et on ne comprend pas pourquoi l'écart entre les pratiques et les lois qui vont dans le sens de l'égalité, de la mixité. Et aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le cas. En tout cas, en lycée professionnel, on a vraiment peu avancé, on n'a pas fait sauter les verrous. Bien, merci pour votre intervention très complète, Mme Berthier. Peut-être, Mme Manta, vous aviez aussi des éléments à apporter sur ce sujet. Peut-être que vous pouvez compléter du coup au niveau national. Oui, bien sûr. Avant d'aller sur les chiffres au niveau français, je voudrais dire que ce que Mme Berthier a très bien expliqué, c'est ce qu'on appelle l'illusion de l'égalité et qui nous ramène en fait à votre première question qui portait sur la directive. C'est-à-dire que ce que la directive a montré, c'est les conflits et les résistances au fait qu'on puisse adopter cette directive ont montré l'illusion de l'égalité qui est dans les chiffres et qui est aussi dans le fait qu'on se dise mais si ça coûte à la société, si ça coûte au pays d'adopter cette directive, est-ce qu'on l'a fait ou pas? Et c'est à ça, en fait, qu'on mesure l'état d'avancement de nos sociétés en Europe. Alors, pour parler de chiffres, justement, en France, selon la manière dont on calcule, et nous nous basons sur les chiffres de l'INSEE et du ministère, on va dire qu'on est entre 17 et 23% d'écart de salaire entre hommes et femmes. Alors, comment s'explique cette différence de calcul? On est à 17% si on compare le salaire horaire à équivalent temps plein. Mais lorsqu'on prend en fait toutes les différences d'emploi des femmes sur des postes équivalents, qui sont donc des choix, alors comme le disait Madame, comme vous le disiez précédemment, consentis par exemple à l'intérieur du couple ou dans le cadre de la monoparentalité, comme par exemple le temps partiel, etc. Bon, tout un tas de choses qui viennent diminuer le salaire. On arrive plutôt à 23%. Il faut comparer en fait à poste égal et à travail égal le salaire en bout de course, non pas horaire, mais moyen ou annuel. Donc, quand on compare de cette manière-là, on arrive plutôt à 23% d'écart de salaire. Ce qui est très intéressant, c'est de se dire qu'au final, en prenant l'addition de tous ces choix, on va dire plutôt ces choix qui sont des non-choix, qui sont des choix consentis, mais qui sont des choix subis, des choix genrés tout au long de la vie des femmes, on arrive à 42% d'écart dans le montant des retraites. Donc aujourd'hui, une femme en France a 1 650 € de moins en moyenne que son équivalent masculin sur le même métier, ou les mêmes métiers qu'elle a exercés au cours de sa vie.
Donc, c'est très intéressant de voir que on est bien dans ce que je disais tout à l'heure comme étant une illusion de l'égalité. Alors, il y a deux manières assez fortes de développer un plaidoyer contre les inégalités salariales. C'est soit de dire, à partir de, en moyenne, les inégalités salariales en France sont de 23%, donc appliquées à l'échelle d'une année, ça nous amène en novembre ou octobre, donc à partir de mi-octobre jusqu'à la fin de l'année, les femmes travaillent gratuitement. Donc ça, c'est une manière assez percutante de faire rentrer l'idée dans la tête du grand public. L'autre manière de calculer, qui est celle de l'ONG que je représente ce soir, mais peu importe la manière de calculer, l'idée, c'est de porter un discours en faveur de plus de transparence et de réduction de ces inégalités. C'est de dire, on travaille aujourd'hui en France jusqu'au 25 mars, nous les femmes, pour être payées sur la totalité du travail réalisé l'année dernière. Donc, on déborde jusqu'au 25 mars. Et donc, c'est à ce titre-là que notre ONG, à travers le monde, célèbre tous les ans, et donc à des dates différentes selon les pays, ce qu'on appelle la journée de l'Equal Pay Day. Et je voudrais souligner que, puisqu'on est là dans le cadre d'une rencontre avec des intervenants et intervenantes européens, que maintenant, c'est un sujet qui va de soi. On en parle comme quelque chose étant évident, c'est-à-dire que ce n'est pas acceptable d'avoir des inégalités salariales encore aujourd'hui. Il y a 15 ans, c'était quelque chose dont on ne parlait pas, parce qu'on était sur d'autres urgences, par exemple sur les violences conjugales, la non-mixité dans les filières. Ce qui est intéressant avec ce que vous avez présenté précédemment et ce que Madame Berthier a dit, c'est qu'en fait, on voit qu'on est dans un continuum des inégalités et qu'elles se tiennent toutes, et que quand on pense faire les femmes au cours de leur vie personnelle et professionnelle pensent faire des choix vraiment librement consentis, en général, on le fait sous l'angle du bon sens, mais ça se paye à un moment. Donc voilà, on passe de 17% d'inégalité salariale, salaire horaire, à 23% salaire global annuel ou mensuel, à 42% au niveau des retraites. Et à l'intérieur de ces 23% d'inégalité de salaire, une fois que donc on fait ce qu'on appelle neutraliser l'effet temps partiel, neutraliser l'effet supplémentaire, les femmes ne font pas non plus, neutraliser l'effet complément de salaire que les femmes n'ont pas pour tout un tas de raisons, elles sont soi-disant moins performantes, elles se vendent moins bien, elles savent moins négocier de promotion, etc. Elles ont des diplômes qui sont moins reconnus, ce que ce reportage de Cache Investigation avait très bien montré dans une manière pédagogique vis-à-vis du grand public, c'est que la dernière loi Bachelot, à l'époque où elle était ministre de la Santé, a négocié, c'est d'accord, on passe les infirmières en catégorie A, qui sont des diplômes universitaires de niveau supérieur, niveau Bac+3, mais alors on ratiboise, on négocie sur la pénibilité qui leur permettait de partir plutôt à la retraite, dont elles bénéficiaient avant. Donc, la sociologue féministe Rachel Silvera reprend en fait le maître mot de la loi Roudy qui a plus de 30 ans et qui n'est toujours pas appliquée, à travail égal, salaire égal, en disant la subtilité en fait qu'il faut comprendre, c'est à travail de valeur égale, salaire égal. Parce que comme les métiers sont genrés, et c'est là tout le drame de la non-mixité des filières, on ne peut pas comparer en apparence une infirmière Bac+3 et un informaticien Bac+3 au sein de la même entreprise. Et ce que le reportage montrait très bien, c'est que le technicien informaticien, donc on est bien dans un métier dit masculin, va lui avoir le salaire qu'il faut, alors que la personne à travail de valeur égale et pas travail égal va, donc un métier typiquement genré comme infirmière ou professeur des écoles, va avoir moins. Et donc, en fait, c'est là-dessus que la France et les autres pays européens doivent mettre le paquet. Et quand on réfléchit aux inégalités salariales, en fait, on déroule tout ce qui s'ensuit. Donc, la non-mixité des filières, donc l'illusion de l'égalité dont je parlais, la question de la non-reconnaissance et non-revalorisation du care, donc tous ces métiers-là. Et donc, on en vient fatalement à la question, qui était votre première question, de l'articulation des temps de vie, sur le travail invisible et gratuit fait par les femmes dans la sphère domestique. Donc, qui est encore aujourd'hui en moyenne de 18 heures de plus hebdomadaires faites par les femmes et qui a explosé pendant la crise du Covid.
D'accord, on verra ça effectivement sur la partie post-Covid. Merci Madame Manta. Du coup, on se demande, enfin voilà, légitimement, que fait l'Union européenne finalement pour atteindre la parité en termes de rémunération salariale et pour améliorer l'indépendance économique des femmes. Madame Lansing ou Madame Delbos-Corfield, est-ce que vous pourriez voilà, nous dire ce qui est mis en place aujourd'hui par l'Union européenne? Bon, si je Madame peux Lansing, commencer, peut-être. Oui, bien sûr, bien sûr. c'est évidemment un sujet très complexe, mais je suis heureuse que la semaine dernière, le 4 mars, on a réussi à proposer une directive sur la transparence des paiements, donc qui va notamment aider aux salariés, mais aussi aux demandeurs d'emploi et aux entreprises de combler cette discrimination au niveau de salaire et assurer qu'à travail égal et travail à valeur égale, il aura la même rémunération. Donc, ça, c'est une question très fondamentale, mais comme Madame Manta vient de donner l'exemple de l'infirmière et de l'informaticien, je peux aussi donner l'exemple d'une entreprise où la directrice des ressources humaines gagne 30% de moins que le directeur des achats, puisque les ressources humaines, c'est un métier typiquement féminin et les achats, c'est plutôt dominé par les hommes. Ces discriminations, parfois inconscientes dans les structures de salaire, dans les grilles salariales, seront aussi adressées avec cette directive. Donc ça, c'est un grand pas en avant qui permettra de réduire l'écart entre les salaires. Mais il y a, comme vous l'avez aussi souligné, d'autres raisons pour cet écart entre rémunération, le travail à temps partiel, le taux faible des femmes dans les postes à responsabilité et la ségrégation du marché du travail avec plus de femmes dans les emplois moins rémunérés comme les infirmières, enfin les professions de soins, d'hospitalité, les supermarchés, la vente, etc. Et voilà, juste pour pour changer cela, il faut bien plus que cette directive transparence des salaires. Il faudrait, et on revient, je crois, sur le sujet, investir plus dans l'infrastructure du care, de la garde des enfants et de la garde des personnes âgées. Ok, merci beaucoup Madame Lansing. Alors, on a pris déjà pas mal de retard. Du coup, je pense qu'avec vos interventions, vous avez déjà pas mal répondu aux questions des internautes que je vois passer. Donc, je vais directement passer la parole à Martina pour qu'elle puisse évoquer donc la troisième thématique que nous avions souhaité analyser sur ce webinaire. Martina, je te laisse la parole. Merci Dominique. Et donc, alors la troisième thématique, c'est la question des femmes et donc du pouvoir. Donc, qu'est-ce qu'il en est des femmes dans les prises des décisions. Donc, c'est des chiffres très rapidement que vous pouvez voir à l'écran. Aujourd'hui, en termes, par exemple, des directeurs, les femmes représentent seulement les 37%. En ce qui concerne les présidents des conseils d'administration, les femmes sont vraiment représentées en pourcentage vraiment très, très, très bas. On a voulu analyser un peu la question aussi, qu'est-ce qui se passe au sein des institutions européennes.
au Parlement européen, en ce moment, il y a 39% des membres du Parlement européen qui sont des femmes et les collèges des commissaires, il y a pour la première fois une parité qui est presque égale 50 et 50, sans oublier le fait que depuis 2019, c'est pour la première fois, effectivement, il y a une dame qui est à la tête de la Commission européenne. Madame Delbos-Corfield, comment les institutions européennes travaillent pour une égalité femmes-hommes dans la prise de décision politique? Vous êtes co-rapporteur sur le gender mainstreaming du Parlement européen. Justement, comment permettre une meilleure représentation horizontale et verticale des femmes dans les institutions, à la fois dans l'administration et dans la répartition des rôles politiques? Oui, alors, donc, moi, je suis co-rapportrice sur le gender mainstream du Parlement, qui est vraiment une petite composante de toutes les structures qui peuvent être celles qui travaillent au niveau de l'Union européenne. Et puis, en plus, évidemment, après, il y a les parlements nationaux et les espaces nationaux. Ce qui est la première phase de travail, c'est celle de récupérer les données. Je crois que ce soir l'a très, très bien montré. C'est toujours important déjà d'avoir des données. Et pendant très longtemps, ces données-là, elles ont été invisibilisées. On pensait que l'égalité, à partir du moment où on avait écrit dans les textes qu'il y avait égalité, je crois que ça a été très, très bien dit par Sarah Manta, elle était là. Et aujourd'hui, ce qu'on a besoin de faire, c'est un travail précis et détaillé de à quel point, non, l'égalité, on ne peut pas simplement la décréter. Pour qu'elle soit effective, on doit mettre en place, l'accompagner et montrer que ça n'est pas le cas. Parce que souvent, la première réponse que vous avez, c'est « mais si, on a dit qu'on était égaux, tout va bien ». Et c'est vrai au niveau du Parlement, comme c'est vrai dans le monde du travail. Par exemple, au niveau du Parlement, c'est une chose de dire qu'on est toutes et toutes égaux ici. D'abord, il y a effectivement la première chose qui est la question de l'élection et de montrer que, vous savez, on ne se rend pas forcément compte en France, on a tendance à transposer notre mode électif à d'autres pays. En fait, notre système français paritaire, une femme, un homme pour les élections européennes à Paris, n'est absolument pas celui qui est dans tous les pays. Il y a une certaine liberté sur les modes de vote, il y a des obligations générales sur 2 ou 3 points, mais en fait, après, vous procédez comme vous voulez pour l'élection. Et donc, aujourd'hui, dans un certain nombre de pays, l'Autriche par exemple, vous pouvez présenter une liste 100% hommes. Donc, il y a évidemment cette première complexité de faire élire des gens. Ensuite, il y a la deuxième complexité dans le Parlement européen de la représentation externe, c'est-à-dire quand on fait des auditions, qui on invite. Donc, les exemples les plus frappants, c'est évidemment les questions financières, mais encore plus les questions agricoles. Si vous faites ici, si vous allez à une audition, une discussion, un débat organisé sur des questions agricoles ou financières, vous vous trouverez assez facilement face à un panel de 100% d'hommes, considérant normal qu'il n'y ait pas d'expertes femmes. Évidemment, ce n'est pas le cas. Il existe aujourd'hui, d'ailleurs, au niveau européen comme au niveau français, dans la plupart des pays membres, des gens qui se sont préoccupés de ça et qui peuvent vous donner une liste de chercheuses, de penseuses dans un certain nombre de domaines, mais quand il s'agit de questions économiques, agricoles, financières, on va soudainement toujours oublier qu'il y a des chercheuses femmes. Donc, la représentation externe et puis la représentation interne. Et là, ce qui nous intéresserait, et c'est là où on va toucher au plus compliqué, et aujourd'hui, on n'avance pas tellement, je vais être honnête avec vous, c'est la question de qui a les rapports importants ici, les dossiers importants. Voilà, il y a le dossier de la PAC, le dossier, donc les fonds agricoles, des dossiers économiques importants, les dossiers de relance économique là, qui vont venir suite à la pandémie. On verra que, évidemment, c'est des dossiers qui sont très masculins. Mais là, ça demande à rentrer dans le côté très politique et les groupes ont en général beaucoup de mal à vouloir bien nous donner ces informations-là. Donc, le monde politique est un miroir du monde économique ou vice-versa. Et donc, effectivement, de la même manière qu'on peut voir que dans les lieux de pouvoir économique, on a peu de femmes, et en tous les cas, souvent, elles n'ont pas les rênes du pouvoir quand elles sont présentes. Ça va être la même chose du côté politique. Donc, c'est ce genre d'informations qu'on essaye de recueillir. Je le dis, c'est un vrai nerf de la guerre, la question de la donnée. Madame Sarah Manta disait, il y a encore 15 ans, c'était le sujet de l'égalité de salaire n'était pas abordé. Oui, il faut à un moment donné qu'on dise les choses, qu'on montre les écarts de salaire, qu'on aille dans les détails
détails les plus précis, je trouve que c'est très intéressant cette distinction faite entre la différence de salaire si on prend que à l'horaire et puis si on prend en compte tous les autres sujets, là on arrive à 23%. Ben, on a les mêmes problématiques en politique, on doit aller dans le fin fond des détails des dossiers pour voir combien de femmes ont des dossiers importants, les temps de minutes des femmes, etc. C'est des données auxquelles pour l'instant on a du mal à arriver, mais c'est ma bataille avec ma collègue Irène Tolleré, qui est aussi une Française d'ailleurs, de chez Renew, d'essayer d'obtenir ces données. Alors après, ça amènera évidemment à un certain nombre de décisions. En ce qui concerne les fonctionnaires du Parlement, on est sur une institution publique, donc c'est toujours plus facile de mettre en place un certain nombre de règles qui sont non discriminantes. Et de ce point de vue-là, le Parlement européen, comme la plupart des institutions européennes, sont assez avancées. Encore une fois, question politique. Côté groupe politique, il y a encore aujourd'hui une grosse omerta qui fait qu'on a beaucoup plus de mal à savoir exactement égalité de traitement entre les femmes et les hommes, notamment dans les équipes les assistants parlementaires, etc., etc. Voilà, c'est en gros le travail qu'on fait et on aimerait arriver à la fin du mandat à avoir déjà une transparence sur l'information et pour amener après à des actions, en sachant que, évidemment, encore aujourd'hui, on a beaucoup d'hommes au pouvoir dans toutes les directions et d'hommes au pouvoir au niveau politique qui trouvent pas que ce soit essentiel et avec qui on bataille un peu sur ces sujets-là. Très bien, merci beaucoup, Madame. Madame Lentz, qu'est-ce qu'il y en est de la stratégie qui a été publiée par la Commission européenne en mars de l'année dernière, la stratégie 2020-2025 pour pouvoir favoriser l'égalité femmes-hommes? Est-ce que cette stratégie va pouvoir prendre en considération cette dimension, comment donc pouvoir favoriser une meilleure prise des décisions des femmes? Oui, tant au niveau politique, tant au niveau économique. Je voulais juste rappeler que la prise de décision économique, pour cela, la Commission a déjà en 2012 proposé une directive, ce qu'on appelle en anglais les Women's on Board. Et malheureusement, jusqu'à ce jour, ça reste bloqué au Conseil. On a beaucoup d'espoir que sous présidence française du Conseil, donc l'année prochaine, la France arrivera à la débloquer. Et donc, cette directive facilitera d'augmenter le nombre de femmes dans les conseils d'administration des entreprises. Pour ce qui est sur la prise de décision politique, bon, Madame la députée a déjà mentionné pas mal de choses. Juste, nous, aussi, à travers les fonds européens, donc notre budget, on va essayer de promouvoir la participation des femmes dans les prochaines élections européennes en 24, dans 3 ans. Et est-ce que j'ai bien répondu à votre question? Oui, tout à fait. Donc, ce qui est important, je pense, de souligner, c'est que quand même la dimension d'égalité femmes-hommes sera de toute façon prise en considération d'ici les prochaines années dans toutes les politiques, dans tous les secteurs de l'Union européenne, ce qui fera donc que même dans ce secteur, en ce qui concerne la prise de décision, donc les femmes et le pouvoir, il faudra quand même pouvoir faire avancer les choses de quelque manière. Vous parlez du mainstreaming. Aussi, Oui. Là, peut-être, bon, j'aimerais souligner le plan le budget de l'Union européenne pour cette période financière 21 à 27, où, grâce au Parlement européen, d'ailleurs, donc la dimension des genres a pris beaucoup d'importance. Excusez-moi, et notamment, elle a pris beaucoup plus d'importance dans les fonds de relance, dans la facilité de relance et de résilience, donc où maintenant les États membres sont appelés à dresser des plans nationaux de relance. Et ils sont obligés de respecter une perspective d'expliquer comment
leur plan de relance va avancer l'égalité des genres dans leur pays et comment ils vont contribuer à cela. Donc là, la Commission va veiller à ce qu'il y aura cette mainstreaming dans toutes les dimensions. Et on va évidemment aussi travailler à travers, au sein de la Commission européenne à faire de mainstreaming, à faire respecter cette dimension de genre, cette perspective dans tous les autres dossiers. Par exemple, enfin, ce qui concerne le digital, la transition verte et d'autres projets politiques qui sont menés par d'autres directions générales. Si je peux me permettre une petite incursion par rapport à ce qui vient d'être dit, donc effectivement, c'est une bataille que notamment mon groupe, le groupe VRFA, a beaucoup menée sous l'impulsion d'une de mes collègues qui s'appelle Alexandra Gies, qui est une verte allemande, qui avait demandé une étude qui s'appelle Next Generation EU Leaves Women Behind. Donc, les fonds Next Generation, c'est les fonds justement pour relancer, ont laissé les femmes derrière, mais qui nous a aussi permis de faire des amendements qu'on a effectivement réussi à amener par là, parce que un des grands problèmes des plans de relance, et vous savez que pour la première fois, l'Union européenne a réussi à montrer de la solidarité les uns envers les autres, le nord envers le sud, les pays riches envers les pays pauvres, etc. Et donc ça, c'était positif, mais par contre, tous ces fonds de relance, dans les objectifs, on en revient à quelque chose qui a été beaucoup évoqué ce soir, c'est des objectifs qui ciblent des secteurs professionnels qui sont extrêmement genrés masculins. Donc, encore une fois, les grandes aides financières qui vont venir dans le cadre de l'après-Covid pour aider à surmonter la crise vont aller vers des secteurs financiers, c'est des secteurs professionnels très masculins, les mobilités, alors évidemment avec une conscience environnementale, etc., mais enfin, n'empêche, les mobilités, le numérique, etc., etc. Et le CARE, par exemple, qui pourtant était effectivement le sujet de la pandémie, n'a pas du tout été pris en compte dans ces plans de relance. Donc, c'est quelque chose qu'on a beaucoup critiqué. On a raté un peu, on a réussi à obtenir certains trucs, mais on a raté beaucoup de choses dans ces plans de relance. C'est quelque chose qu'on doit vraiment amener. Il faut que les gens, maintenant, quand ils pensent un budget, les institutions, le monde économique, etc., il faut qu'ils le pensent de manière genrée. Il faut qu'ils se pose cette question-là, parce que tant que cette question restera là, encore une fois, invisible, à chaque fois, on continuera à financer des secteurs extrêmement masculins. Et pour le coup, avoir financé le CARE dans le cadre de ces plans de relance n'aurait pas été inutile en termes de cohésion de société, de bien-être des sociétés, etc., etc. Donc, on a raté un petit coche là, et c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille beaucoup. Bien. Très rapidement, avant de passer à la dernière thématique, peut-être qu'au niveau local, Madame Deschamps et Madame Berthier, il y a effectivement des mises en place, des activités, des actions, des sensibilisations qui sont faites à l'encontre des filles pour pouvoir les encourager effectivement à recouvrir des rôles de pouvoir. Madame Deschamps, peut-être vous pouvez nous présenter des exemples qui sont faits au niveau de la collectivité? Oui, notamment au niveau économique. Donc, on a lancé un partenariat avec Vucomel, l'entreprise qui avait initié le rallye des pépites sur Bordeaux pour le décliner au niveau local. Il y a déjà eu 4 éditions. Donc, l'objectif de ce rallye des pépites, c'est vraiment de promouvoir l'entrepreneuriat féminin, de mettre en valeur des entreprises dirigées par des femmes ou avec des activités traditionnellement masculines remplies par des hommes ou qui ont brisé le plafond de verre. Donc, ce rallye, il y a déjà eu 4 éditions. Il y en aura une 5e le 24 juin, cette année, qui sera sous l'angle de l'emploi, justement. Donc, ça, c'est vraiment une première action. On a également un soutien à la création d'activités dans les quartiers politiques de la ville à travers le Cité Lab qui est financé par BPI France. Et il faut quand même noter qu'il y a 50% des entrepreneurs qui sont accompagnés, qui sont des entrepreneuses, qui plus est dans les quartiers politiques de la ville. Donc, je trouve que c'est quand même un signe encourageant. Et on fait vraiment la promotion de ces entrepreneuses-là en les faisant témoigner, en les mettant à l'honneur lors de films et lors d'expositions. Par exemple, pendant Mars Attack l'année dernière, il y avait une exposition CV Street qui était dans les rues de Pau, où étaient mises en valeur des entrepreneuses qui avaient passé le pas de la création d'activités. Donc, c'est vrai que nous, notre action, elle est plus sur la création d'activités que sur l'engagement politique, par exemple, parce que là, on n'a pas matière à travailler, bien sûr, mais en tout cas, on s'y emploie. Très bien. Et également, Madame Berthier, très rapidement, est-ce que la question des femmes donc, dans les rôles de pouvoir est présentée lors de vos actions, des sensibilisations? Si oui, quelle est la réaction des filles, par exemple?
Votre micro, toujours, madame. Madame Berthiaud. Voilà, je n'ai pas d'exemple là. Nous, on intervient au niveau des femmes des quartiers dans la pratique du sport pour favoriser l'insertion professionnelle et leur redonner confiance en elles, parce qu'on pense que l'estime de soi est une conquête qui leur permettrait d'oser. Mais jusqu'à présent, elles se sentent illégitimes pour confier leurs enfants, par exemple, et prendre un temps pour elles. Elles se sentent illégitimes. Et nous, on travaille justement contre cette stigmatisation du droit au loisir, du droit à être à disposer de son temps. Mais au niveau du pouvoir, on n'en est pas là. D'accord. Sur la question du pouvoir, il y a beaucoup de choses qui existent quand même au niveau local, mais je rejoindrai Madame la députée pour dire que ça reste insuffisant. Certains CIDF mènent des concours en partenariat avec les services de l'État, comme les Olympes de la parole pour les petites filles dans les collèges et les lycées. La question du pouvoir, elle est traitée, parce qu'avant d'être à la tête du CAC 40, il faut, donc, comme vous l'avez dit, oser, s'estimer, etc. On a maintenant une réflexion, alors malheureusement pas systématique, mais de plus en plus fréquente, par exemple, sur la répartition de l'espace dans les cours d'école. Ça, c'est un travail fait avec des urbanistes, des architectes, des sociologues et des expertes féministes, main dans la main avec les collectivités pour repenser autrement la gestion de l'espace, parce qu'en fait, la répartition du pouvoir commence là. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être citées. Sur la question du pouvoir, je voudrais juste dire quelque chose, c'est que autant c'est très important, et Madame Lansing, je vous assure que les ONG françaises ont déjà commencé un travail de lobbying important pour qu'on dépasse la loi Copé-Zimmermann française qui nous place à la tête des pays européens, pour une fois, sur la question de Women on Board. On va profiter de la présidence française, évidemment, pour repousser la directive, pour aussi l'élargir avec la place des COMEX. Deux choses, donc sur la question des femmes en entreprise au plus haut niveau, c'est qu'on est toujours dans l'illusion de l'égalité avec deux effets pervers. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas agir, c'est l'idée pour le grand public que dans ces sphères-là, que la question de l'égalité est en fait une question élitiste. Et on parle, c'est un concept, l'égalité élitiste. Heureusement, malheureusement, que la crise actuelle a permis de voir qu'en fait, les inégalités touchaient toutes les sphères de la société. Ça nous a fait une piqûre de rappel, voire de backlash, comme vous l'avez dit, parce que sinon, on a l'impression que ça avance et que c'est pour les sphères supérieures et que c'est l'arbre qui cache la forêt. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, alors que à l'époque où il y a eu, dans les années 2000, en tout cas en France, tous les débats sur les quotas, et que voilà, le président de la République, Jacques Chirac, à l'époque, avait dit « Ne faisons pas par la loi ce qu'on devrait faire par les mœurs », on voit que même une fois que la loi impose les choses, les mœurs ne suivent toujours pas. Certaines femmes vont se sentir enfermées dans leur catégorie de femmes quand on continue à leur dire « Mais toi, tu es dans le conseil d'administration, peut-être parce que tu es une femme ». Et alors, ça promeut l'idée peut-être d'une essentialisation des rôles dans la politique ou en entreprise qui ferait penser à tort que parce que une femme est une femme, elle va faire les choses autrement. Alors, c'est peut-être vrai, mais ce n'est pas biologique. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, il y a tout un courant de pensée qui est ambivalent et qui mériterait d'avoir à des heures de grande antenne le temps d'expliquer les choses en disant si on promeut de dépasser la loi Copé-Zimmermann, si on promeut que les obligations de mixité soient étendues au COMEX et pas qu'au conseil d'administration, alors ce n'est pas qu'une vision élitiste de l'égalité femmes-hommes, et en plus ce n'est pas un enfermement essentialiste des femmes dans leur rôle, au prétexte qu'elles feraient les choses mieux que les hommes. Très bien. Je vous propose là, au lieu de voir plus tard s'il y a effectivement des questions sur la thématique, d'enchaîner donc directement sur la thématique que nous espérions pouvait conclure ces webinaires pour après ensuite effectivement laisser la parole aux questions du public. C'est une thématique qui a été sûrement déjà abordée
et mentionné depuis les débuts en fait, de ce webinaire l'impact de la crise Covid-19 sur les inégalités femmes-hommes, sur les égalités et inégalités femmes-hommes, et quels sont donc les défis pour les années à venir. Peut-être que Madame Menton, on peut avoir une vision un peu assez claire des impacts que la crise a et aura sur les inégalités en matière d'emploi. Et est-ce qu'il y a, par exemple, des catégories qui vont être les plus touchées? De quelle manière cet écart pourra s'accentuer? Oui, bien sûr, on a bien abordé que les métiers féminisés étaient aux avant-postes de la crise sanitaire. Je pense que ce qu'on a vu avec cette crise également, c'est que il était plus flagrant que les femmes souffraient plus de troubles musculo-squelettiques que les hommes. C'était vrai avant la crise, ça l'est d'autant plus maintenant que ce sont les métiers du care qui ont été, entre guillemets, surexploités. On a vu aussi une explosion donc, de la part ou du volume de travail domestique genré fait par les femmes. Et ce qui est très intéressant avec cette crise, malheureusement, c'est qu'on a revu les calculs, qui sont des calculs théoriques fictifs, du volume financier que représentait ce travail gratuit fait par les femmes, en le comptant et en l'intégrant au PIB. Donc ça, c'est un exercice intellectuel, fictif évidemment, mais qui est quand même fait par les plus grandes institutions mondiales, l'OMC, la Banque mondiale, le FMI, etc., et qui permet de voir en fait que ce travail gratuit et invisible-là pourrait être réintégré dans l'économie, reconverti, en tout cas repensé, au moins pour qu'il tende vers moins d'inégalités femmes-hommes. En disant cela, je n'ai peut-être pas répondu à votre question. Ce qui est sûr, c'est qu'on y a répondu un petit peu au début. Tout au long de nos échanges. Et donc, du coup, je passe la parole à Madame Delbos-Corfield. Quelles sont, d'après le Parlement européen, les mesures nécessaires pour faire avancer l'égalité des genres dans les plans nationaux de relance et de résilience? C'est-à-dire comment s'assurer que les groupes des femmes les plus vulnérables soient soutenus dans la relance nécessaire? Le Parlement européen, ses compétences sont limitées. Ça répondait aussi à des questions avant, c'est qu'au niveau social, ça reste beaucoup dans les mains économiques et sociales, ça reste beaucoup dans les mains des États membres. Donc, ce que l'Union européenne a mis en place, c'est des directives, c'est une manière de penser globale, c'est des critères. Les critères, ils ont d'abord été pensés en termes de solidarité financière et d'enjeux environnementaux. La question du genre, elle est arrivée tardivement et poussée par le Parlement. Donc, il y a cet aspect qui a été dit par Madame de la DG Just, Madame Lansing, c'est que donc de la Commission, c'est qu'effectivement, il y a cet aspect où on leur demande de faire attention à l'égalité de genre. Mais après, ça sera qu'un travail volontaire et de fond. Et là, on en revient à tout ce qui a été abordé au cours de la soirée, et notamment la question de la représentation dans les métiers et de la mixité dans les métiers. Je crois que, voilà, encore une fois, l'importance des données, le genre d'études très ciblées comme on fait le CIDF et que Michel Berthier a indiqué, c'est vraiment très important de voir ça. Ensuite, c'est de l'accompagner parce que même si les garçons ont pu dire que ils vivaient mieux parfois la situation quotidienne quand il y avait plus de filles dans les classes. Il reste que beaucoup de ces filles disent souvent, quand on les interroge, qu'elles ont vécu un certain nombre de discriminations et de difficultés qui font qu'après, dans le cours de leur scolarité, il faut aussi qu'elles s'accrochent une fois qu'elles y sont. Donc ça, il faut qu'on y travaille énormément et ça, c'est dans tous les États membres du volontarisme de la part des États dans la manière dont ils, effectivement, présentent aux jeunes les métiers, ensuite comment ils accompagnent et qu'ils obligent les structures éducatives, mais aussi qu'il y a de la formation et de l'accompagnement des jeunes pour que les jeunes gens essayent effectivement d'éviter d'avoir des comportements discriminatoires. Et puis, effectivement, après, je le redis, c'est beaucoup aussi dans la représentation et dans les figures féminines qu'on peut avoir. On manque aujourd'hui de grands exemples et on sait à quel point elles sont cachées. Le cinéma vient de remettre à l'honneur il y a quelques années des femmes astronautes ou des femmes, en tous les cas, qui avaient réfléchi aussi aux études
États-Unis qui avait travaillé sur les premiers envois dans la Lune, etc. Mais on manque beaucoup de ce type d'images parce que l'histoire les a beaucoup tués, a beaucoup tué la présence des femmes dans tous ces métiers-là, depuis toujours, les femmes chercheuses, les femmes inventeuses, les femmes ingénieures, comment elles ont inventé des choses. Donc ça passe aussi beaucoup par des volontés nationales, dans l'éducation notamment. Moi, je crois beaucoup à ce travail d'éducation et à cette obligation qu'on devrait avoir tous de penser ça quand on enseigne. Voilà. Et puis, je crois que je voudrais souligner 2 choses avant la fin. C'est effectivement, ça a été beaucoup dit, c'est que tout est lié. Violence économique, violence sociale, violence conjugale. Les violences conjugales ne sont pas le fait de quelques hommes qui seraient dégénérés par rapport à d'autres. Les violences conjugales sont aussi le fait de sociétés dominées patriarcalement, d'oppression masculine, etc. Donc, on ne peut pas négliger un aspect plutôt que l'autre, tous travaillent ensemble. Les violences économiques, elles produisent aussi des violences évidentes, enfin, elles obligent aussi des femmes à rester dans des situations de violence conjugale. Et l'autre sujet important, et je n'en parlerai pas plus que ça, mais c'est la question de l'intersectionnalité parce qu'il y a des femmes qui sont plus discriminées que les autres. Aujourd'hui, ma grande inquiétude, c'est que l'Union européenne produise beaucoup de directives et beaucoup de pensées qui vont aider les femmes blanches éduquées, venues d'un certain milieu, qui vont d'ailleurs malheureusement exploiter d'autres femmes pour pouvoir avoir des métiers de puissants, des métiers qui gagnent bien, etc., par le biais de nounous, par le biais de femmes de ménage, etc. Et donc, je m'inquiète beaucoup aussi que demain, on ait effectivement des femmes qui soient arrivées au même niveau que les hommes, mais une partie des femmes et que toutes les autres, les femmes qui, de par la couleur de peau, de par leur religion, de par le fait qu'elles sont handicapées, etc., sont toujours celles qui, par contre, accumulent toutes les discriminations. Et il faut maintenant aussi qu'on prenne beaucoup en compte cette question-là, pas s'intéresser qu'à la différence femmes-hommes, mais la différence femmes-hommes et toutes les autres discriminations. Madame Berthier, vous vouliez réagir? Oui, juste, je voulais dire que on parle de mixité, mais à partir du moment où il y a des blocages au niveau de l'embauche, qu'elles ont un parcours chaotique, eh bien, cette mixité, elle est quand même bien mal partie. Et d'autre part, et les élèves le soulignaient, c'est qu'il y a une discrimination indirecte. Pour elles, les filles, pour elles, les intempéries, le poids, tout ça, c'était secondaire. Ce qui était important, c'était les horaires et le temps de disponibilité. Et c'est-à-dire, quand il y a des métiers qui ont des horaires tard le soir, eh bien, obligatoirement les femmes. Donc, ça aussi, il faut le prendre en compte. Madame Lansing, vous vouliez réagir peut-être? Juste en réaction à ce que dit Madame Berthier, oui, on voit effectivement souvent une sorte de réduction des ambitions préventives chez les femmes parce que même non mariées qui n'ont pas encore des enfants. Et ça, c'est de nouveau une question de stéréotypes. Alors là, il faut lutter contre. Nous, on va lancer vers la fin de l'année une campagne d'information contre les stéréotypes dans tous les États membres. Mais bon, ça doit être complété par des campagnes ou des initiatives régionaux, locaux, nationaux pour enfin changer cette définition des rôles. C'est un travail à faire. Il faut absolument qu'on le fasse et qu'on soutienne en parallèle avec des projets soutenant les femmes dans les métiers d'entrepreneurs et de STEM, enfin des métiers dominés par les hommes, comme vous l'avez démontré d'ailleurs, qu'on arrive à une société un peu plus inclusive. Et on n'oublie pas cette dimension d'intersectionnalité. On a une commissaire pour l'égalité qui couvre enfin, tous ces aspects-là. On a des stratégies en place contre le racisme, les LGBTIQ, les Roms. Et donc, tous ces aspects ne sont pas sont bien pris en compte dans notre travail.
on n'oublie pas cette mention importante. Oui, et si je peux rajouter, c'est pas du tout pour rentrer dans les stéréotypes, mais c'est justement les horaires et les temps de disponibilité qui permettront, qui favoriseront en tout cas le partage des tâches. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Didier. Oui, pardon, j'avais été coupée. Alors, est-ce qu'il y a, Dominique, des questions, des réactions de la part du public? Je vous rappelle que vous pouvez toujours poser des questions par les chats. Alors, il n'y a pas réellement de questions. Madame Manta a partagé un petit quiz voilà, de l'ONU pour calculer la part de notre travail gratuit et ce en quoi il compte en fait. Donc voilà, je pense que tout le monde est invité à le faire de son côté. Il n'y a pas particulièrement de questions. Alors moi, je voulais intervenir sur le rôle du défenseur des droits en matière de lutte contre les discriminations. Et notamment récemment, le 12 février 2021, le gouvernement a confié aux défenseurs des droits une plateforme pour accompagner justement toutes les victimes de discrimination. Et c'est le défenseur des droits qui s'en occupe. Donc, on agit aussi, alors plus peut-être à titre individuel, mais ces actions à titre individuel pour faire respecter le droit des femmes. On est saisi régulièrement de différents dossiers en la matière. Eh bien, ces dossiers peuvent être aussi une porte d'entrée pour faire évoluer le droit plus globalement. Très bien. Merci beaucoup, Madame Didot. Je pense que nous sommes arrivés à la fin de cette soirée. Normalement, Madame Savin de la ville de Pau aurait dû prendre la parole pour un petit remerciement final. Merci. Bonjour Martina. Bonjour à toutes. J'arrivais avec un peu de retard sur l'animation puisque la ville de Pau, la communauté d'agglomération de Pau signait aujourd'hui donc un contrat local contre les violences, en tout cas pour la lutte contre les violences intrafamiliales. Je vous remercie beaucoup de toutes ces interventions de qualité et merci à toutes pour d'avoir témoigné de votre engagement donc sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'emploi. Merci donc au centre d'information Europe Direct Pau Pays de l'Adour d'avoir proposé d'organiser donc ce temps qui est en fait la première animation en ligne de Mars Attack. Donc Mars Attack, vous en avez entendu parler, qui est donc le mois de lutte contre les discriminations à Pau et donc qui commence de manière symbolique ce 8 mars et qui s'achève donc le 8 avril. Merci encore pour vos échanges. Ce que je vous propose, c'est de mettre dans le lien que vous partagez la programmation de Mars Attack pour pouvoir participer aux autres événements en ligne, notamment mercredi, nous avons le CIDF qui intervient avec autour d'un débat, d'un ciné-débat sur le sexisme ordinaire avec le court-métrage Le Pantalon. Et puis, pour saluer donc nos collègues du service emploi, nous avons aussi au cours du mois de mars un Créa Café autour, donc un ciné-débat autour de la création d'entreprises chez les chefs de FES d'entreprise. Voilà, je vous remercie beaucoup. Et bonne soirée. Merci. Et une toute dernière proposition de notre part. Alors, comme la question de l'égalité genre-femme, on l'a bien compris, hein, c'est quelque chose qui implique tout le monde, que ce soit les politiques, les décideurs, la société civile, les entreprises, etc. Donc, tout le monde est appelé à s'engager. On voulait vous proposer pour la fin de ce webinaire une toute petite action.
Pour celles et ceux qui voudraient réactiver leur caméra, on vous propose de participer à la campagne Chose to Challenge, qui est en fait la campagne qui a été lancée pour l'édition 2021 de la Journée internationale des droits des femmes. Et qu'est-ce qu'il s'agit? Il s'agit en fait de se prendre en photo avec une main, la main droite levée, donc de cette manière. Et donc, tous ceux qui, tous celles et ceux qui souhaitent participer à cette campagne, je vous laisse quelques secondes pour après ensuite pouvoir prendre la photo. Moi, malheureusement, j'aurais besoin des mains droites pour prendre la photo. Je laisse un peu tout le monde réallumer sa caméra. Très bien, attendez encore une seconde. Parfait. Eh bien, merci beaucoup. Juste, on lève tous la main gauche, mais c'est pas grave. Vous souhaitez la main droite. Ah. Ben oui, mais vous avez levé la main gauche et du coup, on a tous fait comme vous. J'ai entendu la main droite. Hein. Moi, j'ai l'impression d'avoir dit main droite. Hein. Ah bah, il va falloir... Oui, j'ai entendu main droite. Hein. Main droite. Oui, bien. Mais ça, c'est la main gauche. Parce que, non, c'est ma main droite. Ah bon? Mais oui, parce qu'on Je pense que c'est l'effet de l'écran, en fait, qui donne Ah, d'accord, ok. Bon. Merci beaucoup à tout le monde. Merci d'avoir participé à ce webinaire et d'être resté jusqu'à la fin. On vous souhaite une très bonne fin des Journées internationales des droits des femmes. À bientôt. Au revoir.